Pendant mes études, de 2008 à 2014, j'étais un passionné de détection de métaux. J'adorais le frisson de la découverte, le lien avec l'histoire et la solitude paisible lors de l'exploration de lieux abandonnés. Cette activité était devenue pour moi bien plus qu'un simple passe-temps. C'était une façon de m'évader, de me reconnecter avec le passé, tout en profitant de la tranquillité que la nature pouvait offrir. J'avais fait des recherches approfondies sur l'histoire locale et je connaissais l'existence d'un ancien sentier militaire et d'un passage de rivière profondément enfoui dans une partie isolée de la forêt près de Chamonix. Le site datait de la fin du XIXe siècle et j'étais convaincu qu'il recelait des artefacts que peu d'autres avaient en découvert. Peut-être des pièces de monnaie, des boutons d'uniforme, voire des vestiges d'équipements militaires. Après des semaines de recherche minutieuse et de planification, je me suis finalement décidé, par un frais matin d'hiver, à explorer l'endroit avec mon détecteur de métaux. L'air avait cette pureté cristalline, propre aux matinées d'hiver en montagne. Le sentier était à environ 1 ou 2 kilomètres d'un parc municipal, situé le long de l'Arvet, dont les eaux tumultueuses résonnaient doucement dans la vallée. J'ai garé ma voiture sur le parking public, rassemblé mon équipement, détecteur, pelle, un couteau dentelé pour creuser dans les zones enracinées, eau et encas, et j'ai commencé ma randonnée à travers la forêt sauvage et les broussailles en direction du supposé ancien sentier, le cœur battant d'anticipation. La forêt était paisible ce matin-là, avec juste assez de fraîcheur dans l'air pour tenir les insectes à distance. Le silence n'était rompu que par le craquement occasionnel d'une branche sous mes pas et le chant lointain de quelques oiseaux matinaux. La lumière du soleil filtrée tombait à travers les branches dénudées par l'hiver au-dessus de moi, créant des motifs dansants sur le sol recouvert de feuilles mortes, tandis que je me frayais un chemin à travers les sous-bois. La sensation d'être seul avec l'histoire, de marcher peut-être exactement là où des soldats avaient posé leurs bottes un siècle auparavant, me procurait une excitation presque palpable. Je marchais depuis environ 20 minutes quand j'ai atteint une petite clairière, à une quarantaine de mètres de la rivière. Ce que j'y ai trouvé m'a fait m'arrêter net, mon enthousiasme s'évanouissant instantanément. Dans la clairière se dressait une tente, un modèle bon marché en bâche bleue, usé par les intempéries, entouré d'affaires éparpillées dans un désordre inquiétant. Des boîtes de conserve vides, des vêtements abandonnés et d'autres détritus jonchèrent la zone, certains semblant être là depuis des semaines. C'était clairement le campement de quelqu'un, et à en juger par l'apparence des choses, cette personne y était installée depuis un certain temps. C'était étrange, compte tenu de l'isolement de la zone et de la saison hivernale particulièrement rude cette année-là. Les campements de sans-abri n'étaient pas rares près de la ville, mais si loin dans les bois avec ce froid mordant. Cela semblait non seulement curieux, mais presque troublant. J'ai décidé de contourner largement le campement, un sentiment d'appréhension grandissant en moi. Pas besoin de déranger l'espace de vie de quelqu'un, et je ne voulais certainement pas être accusé de violation de propriété ou de vol. J'ai légèrement modifié mon itinéraire pour éviter le campement et continuer vers mon objectif, mes sens désormais en alerte. Je n'avais fait que quelques pas en m'éloignant du campement quand un bruissement est venu des buissons à seulement quelques mètres de moi. Mon cœur a fait un bond. Un homme est apparu sur le sentier, si soudainement que nous avons tous deux sursauté, figés dans une reconnaissance mutuelle inattendue. Il semblait avoir une quarantaine d'années, avec une barbe hirsute et un visage buriné par les intempéries, marqué par des rides profondes qui parlaient d'une vie difficile. Ses yeux, d'un bleu délavé, avaient une intensité qui me mettait instantanément mal à l'aise. Ses vêtements étaient tout sales, mais pas en lambeaux, et il portait un grand couteau de chasse à la ceinture. Rien d'inhabituel pour quelqu'un qui campe dans les bois, mais néanmoins remarquable et quelque peu intimidant dans ce contexte isolé. « Bonjour », a-t-il dit après un moment. Sa voix rauque comme par manque d'usage,
ou peut-être à cause du tabac brisant le silence oppressant. Je ne reçois pas beaucoup de visiteurs par ici. Oui, je fais juste un peu de détection de métaux, ai-je répondu, essayant de paraître décontracté tout en désignant mon équipement, conscient du tremblement léger dans ma voix. Je recherche d'anciens artefacts militaires. Il y avait un sentier ici, au XIXe siècle. Ses yeux se sont légèrement plissés, scrutant mon visage avec une curiosité qui semblait masquer autre chose. Détection de métaux, hein? Déjà trouvé quelque chose d'intéressant? Je viens juste de commencer, ai-je dit, sentant une goutte de sueur froide couler le long de mon dos malgré le froid. Je ne suis pas encore arrivé au site principal. J'ai décidé d'ajouter, improvisant rapidement, beaucoup de gens viennent ici pour chercher avec des détecteurs de métaux. C'est un endroit assez connu pour ce loisir. C'était bien sûr un mensonge, mais je voulais qu'ils pensent que des gens pourraient régulièrement passer par cette zone, que je n'étais pas complètement isolé. L'homme sembla s'agiter visiblement à cette information, son langage corporel changeant subtilement. Il déplaça son poids d'un pied à l'autre, et sa main s'approcha du couteau à sa ceinture, un geste qui n'avait rien de rassurant. « Ça fait longtemps que vous êtes là? Vous avez touché à quelque chose dans mon campement ?» Sa voix avait pris une inflexion plus dure, presque accusatoire. « Non, monsieur », l'ai-je rassuré, m'efforçant de maintenir un ton calme malgré mon anxiété croissante. « Je ne fais que passer. J'ai accidentellement marché sur une de vos boîtes là-bas. Désolé pour ça. Mais je n'ai rien touché d'autre. » J'espérais sincèrement que ma voix ne trahissait pas ma nervosité. Il a étudié mon visage pendant un long moment, ses yeux ne quittant jamais les miens, comme s'il cherchait à détecter un mensonge avant de demander abruptement « Vous avez regardé dans ma tente ?» Cette question m'a fait frissonner jusqu'à la moelle. Il y avait quelque chose dans son ton, une intensité qui semblait disproportionnée par rapport à la situation, une urgence presque menaçante. Pourquoi était-il si préoccupé par la tente en particulier ? Qu'y cachait-il de si important ou de si compromettant ? Non, je n'ai pas regardé dans votre tente, ai-je dit en toute honnêteté, levant légèrement les mains en signe d'apaisement. Je respecte l'intimité des autres. J'ai tenté un sourire qui s'est probablement transformé en grimace. Il sembla se détendre légèrement à ma réponse, une tension presque imperceptible quittant ses épaules, bien que ses yeux restaient vigilants, me jaugeant. Bien, c'est bien. Un bref soupir s'échappa de ses lèvres gercées. Un silence inconfortable s'installa entre nous, pesant comme le brouillard matinal. J'étais impatient de poursuivre mon chemin, de m'éloigner de cet homme et de son étrange comportement, mais je ne voulais pas lui tourner le dos trop rapidement, craignant instinctivement que cela puisse déclencher quelque chose. Alors, me suis-je risqué, cherchant à maintenir une conversation qui pourrait désamorcer la tension. « Vous campez ici depuis longtemps ?»« Quelques jours, » dit-il vaguement, ses yeux se détournant brièvement vers la tente. Ma femme m'a mis à la porte de notre appartement. Une dispute stupide. Il marqua une pause. Je reste juste ici, jusqu'à ce que je me remette sur pied. Il eut un rire sans humour, révélant des dents jaunies par le tabac. Pas vraiment le choix, vous comprenez ? Son histoire semblait assez plausible, le genre de situation malheureuse dans laquelle n'importe qui pourrait se retrouver, bien que quelque chose ne collait pas tout à fait. Le campement semblait plus établi qu'un séjour de quelques jours, avec ses nombreux détritus et l'organisation qui suggérait une installation plus permanente. Et puis, il y avait cette intensité troublante dans son comportement, cette nervosité à peine contenue qui me maintenait sur mes gardes, tous mes sens en alerte. « C'est dur », ai-je dit avec une compassion sincère mais teintée de prudence. « Eh bien, je devrais probablement continuer. Bonne chance avec tout ça. » J'ai fait un petit geste de la main, espérant que cette rencontre allait bientôt se terminer. Il a hoché la tête, mais alors que je m'apprêtais à le dépasser, gardant une distance respectable, il a crié « Hé, si vous allez dans cette direction », il a pointé dans la direction où j'allais, « je n'irai pas derrière mon campement. »
Je l'ai utilisé comme zone de latrine, si vous voyez ce que je veux dire. Assez désagréable là-bas. Ses yeux s'étaient rétrécis légèrement en prononçant ces mots, scrutant ma réaction. Qu'il y ait des déchets humains ou non, je n'avais pas l'intention de vérifier. L'avertissement de l'homme, ou était-ce un avertissement déguisé en conseil amical, n'a fait que renforcer mon désir de mettre le plus de distance possible entre nous, le plus rapidement possible. Quelque chose dans sa façon de le dire avait fait dresser les poils sur ma nuque. « Merci pour l'information », ai-je dit, m'efforçant de garder un ton léger. Je me tiendrai à l'écart, bien entendu. J'ai continué le long du sentier, maintenant délibérément mon allure régulière, bien que chaque fibre de mon être me poussait à courir à toutes jambes. Mon cœur battait si fort que j'étais persuadé qu'il pouvait l'entendre. Après avoir parcouru environ 50 mètres, j'ai jeté un regard par-dessus mon épaule, tentant de paraître désinvolte. L'homme se tenait toujours là où je l'avais laissé, immobile comme une statue, m'observant avec une fixité inquiétante. J'ai levé une main pour un signe désinvolte qu'il n'a pas rendu, puis j'ai tourné à un virage du sentier qui m'a mis hors de sa vue, exhalant enfin le souffle que je ne savais pas avoir retenu. Une fois caché de sa vue, j'ai abandonné mon plan initial sans hésitation. L'excitation de la chasse au trésor avait été complètement éclipsée par un sentiment de malaise profond. L'ancien sentier militaire devrait attendre un autre jour, de préférence un jour où je pourrais amener un ami. Je me suis dirigé vers la rivière, suivant son cours pour revenir au parc et à ma voiture, vérifiant constamment par-dessus mon épaule, tendant l'oreille au moindre craquement, persuadé à chaque instant que je pourrais voir l'homme surgir derrière moi. Je n'ai jamais revu cet homme étrange après ce jour-là, du moins pas en personne. Mais environ 2 ans plus tard, en faisant défiler le site d'actualité local un matin ordinaire, café à la main, j'ai repéré un visage familier qui m'a fait me figer sur place. C'était lui, maintenant rasé de près mais indéniablement le même, le regard hanté, sur une photo de police. Le titre au-dessus de la photo disait « Un homme local accusé du meurtre de son épouse ». Mon sang s'est glacé dans mes veines. Selon l'article, les autorités l'avaient appréhendé après une longue enquête sur la disparition de sa femme. Elle était portée disparue depuis plus de 2 ans. Le mari prétendant qu'elle l'avait quittée pour un autre homme, une histoire que les voisins et la famille avaient toujours trouvée suspecte. La police avait finalement trouvé des preuves qui les avaient amenés à fouiller une zone boisée le long de l'Arve. Exactement la zone où je l'avais rencontré. C'est là qu'ils ont découvert ses restes dans une tombe peu profonde, partiellement décomposée, mais identifiable. Les détails de l'article m'ont donné des frissons. La chronologie a confirmé mes pires craintes. Selon le rapport du médecin légiste, elle avait été tuée quelques jours seulement avant notre rencontre dans les bois. Cela signifie que lorsque je suis tombé sur son campement, il venait probablement d'enterrer le corps de sa femme à proximité. Possiblement juste derrière sa tente, dans la zone dont il m'avait si vivement déconseillé l'exploration. L'idée que je m'étais tenu si près d'une scène de crime récente, que j'avais parlé face à face avec un meurtrier, peut-être même pendant qu'il contemplait de me faire subir le même sort, m'a retourné l'estomac. J'ai immédiatement contacté la police et leur ai raconté ma rencontre, ma main tremblant en composant le numéro. Le détective, une femme à la voix calme et professionnelle, m'a remercié pour l'information et a confirmé que le campement que j'avais décrit correspondait à l'endroit où ils avaient trouvé des preuves d'un séjour prolongé, non loin du lieu d'inhumation. Elle m'a dit que mon témoignage renforçait leur dossier et m'a assuré que l'homme ne représentait plus une menace pour la société. Parfois, dans les moments tranquilles, je repense à quel point j'ai été proche de quelque chose de vraiment maléfique ce jour-là. À quel point la frontière entre sécurité et danger peut être mince. Qu'aurait-il fait si j'avais regardé dans sa tente? Et si j'avais ignoré son avertissement et rôdé derrière son campement? Aurais-je remarqué la terre fraîchement retournée? L'aurait-il interprété comme une menace pour sa liberté? M'aurait-il laissé partir si je l'avais fait? Ou serais-je devenu une autre victime, un autre corps,
enfoui dans les bois silencieux? Je ne le saurai jamais avec certitude, mais je crois fermement que mes instincts, et peut-être un peu de chance ou une protection divine, m'ont sauvé la vie ce jour-là. Maintenant, quand je pars avec mon détecteur de métaux, j'emmène toujours un ami, et je porte une attention particulière à ces alertes intuitives qui nous avertissent parfois d'un danger invisible. Certains trésors ne valent pas la peine d'être trouvés seuls, et certaines histoires nous rappellent que parfois les véritables monstres ne sont pas ceux des contes, mais des hommes ordinaires aux secrets terribles. Avertissement pour cette histoire. Ceci s'est passé il y a plusieurs années, peut-être quand j'avais 20 ou 21 ans. J'ai été agressé alors que je faisais un jogging seul dans une zone forestière en Bretagne. C'était profondément dans les bois et j'écoutais de la musique. J'aurais dû être plus prudente. J'avais passé la nuit dans un domaine rustique de gîte avec quelques amis, mais ce matin-là, tous les autres étaient encore dans un état lamentable après la soirée autour du feu de camp la veille. J'étais la seule à être restée relativement sobre et j'avais hâte d'explorer la nature environnante. Le gérant du domaine avait mentionné plusieurs sentiers pittoresques à proximité, parfaits pour courir ou se promener. Malgré les avertissements de mes amis de ne pas y aller seul, je suis parti vers 9h du matin, mes écouteurs aux oreilles et un petit sac à dos contenant de l'eau, mon téléphone et une bombe au poivre, une précaution que le domaine recommandait vivement à tous les randonneurs. Le temps était parfait, frais et ensoleillé, et le sentier principal était bien balisé et magnifique. Au point de départ, j'ai remarqué un type avec une moto tout-terrain bleue. Il était assis dessus, ne roulait pas, mais observait simplement les gens qui empruntaient le sentier. Quelque chose chez lui m'a immédiatement mise mal à l'aise. Il devait avoir la trentaine, portait un jean foncé et un sweat à capuche bleue délavée, malgré la chaleur de la journée. Alors que je m'approchais pour vérifier la carte des sentiers affichée à l'entrée, il a immédiatement essayé d'engager la conversation. « Belle journée pour courir », a-t-il dit, ses yeux me suivant d'une façon qui me faisait frissonner. J'ai fait un hochement de tête non engageant, gardant mon regard baissé tout en étudiant la carte. « Vous visitez la région ?» Log a-t-il insisté. « D'où venez-vous ?»« Juste de passage », ai-je murmuré, délibérément vague. Il a continué avec ses questions. « Vous courez souvent ? Vous avez l'air de quelqu'un qui s'entraîne. » Je changeai mes chaussures, remplaçant mes tongs par des chaussures de course et essayant de l'ignorer. C'est alors qu'il a posé la question la plus étrange. « Quelle pointure faites-vous ? Elles ont l'air d'être de bonnes chaussures de course. » Des sonnettes d'alarme ont retenti dans ma tête. Pourquoi un étranger s'intéresserait-il à ma pointure ? J'ai enfoncé ma casquette plus bas pour cacher mon visage, donné une autre réponse évasive et commencé à descendre le sentier, impatiente de mettre de la distance entre nous. La première demi-heure de ma course fut sans incident et d'une beauté à couper le souffle. Le sentier serpentait à travers une forêt dense, s'ouvrant occasionnellement sur des vues spectaculaires du lac en contrebas. J'ai croisé quelques autres randonneurs, principalement des couples âgés, qui souriaient et hochèrent la tête en nous croisant. J'ai commencé à me détendre, pensant que j'avais exagéré au point de départ. Puis, alors que je tournais à un virage environ 3 km plus loin, j'ai vu la moto toute-terrain bleue garée au bord du sentier. Mon estomac s'est noué. Il n'y avait aucun signe du conducteur, mais la moto n'était pas là quand j'étais passé. Il avait dû prendre un chemin alternatif pour me devancer. J'ai immédiatement ralenti mon allure à une marche et me suis demandé si je devais faire demi-tour. Mais j'avais déjà parcouru une bonne distance et le sentier principal formait une boucle selon la carte. Continuer m'aurait en fait ramené plus rapidement au domaine que de rebrousser chemin. Néanmoins, mes instincts me criaient d'être prudente. J'ai décidé de prendre un sentier secondaire, un qui n'était pas aussi large ou fréquenté, mais qui, selon la carte, rejoindrait le sentier principal 1 kilomètre plus loin. Cela semblait être un bon moyen d'éviter une nouvelle rencontre avec le type de la moto.
Environ 5 minutes après avoir emprunté ce sentier plus étroit, je suis arrivé à une petite clairière avec ce qui ressemblait à une ancienne structure en béton. Peut-être les fondations d'une ancienne cabane forestière ou d'un réservoir d'eau. Le carré de béton mesurait peut-être 4 mètres sur 4, fissuré et altéré par des années d'exposition. Quelque chose dans cette zone semblait anormal, mais j'étais déjà engagé sur ce sentier et j'ai décidé de simplement traverser rapidement la clairière. Ce fut mon erreur. En marchant sur le côté opposé de la dalle de béton, j'ai senti mes chaussures collées à la surface. Je ne pouvais pas soulever mes pieds, ils étaient complètement collés au sol par une sorte de substance noire et goudronneuse qui n'avait pas été visible contre le béton sombre. La panique m'a envahi quand j'ai réalisé que c'était intentionnel. Quelqu'un avait répandu une sorte de colle puissante sur cette section du sentier. J'ai essayé de me libérer, mais la colle était incroyablement forte. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est presque perdre l'équilibre, devant me stabiliser avec mes mains sur le béton qui, heureusement, n'était pas recouvert de la substance collante. Je détachais mes lacets d'une main tremblante et m'apprêtais à retirer mes pieds quand j'ai entendu des pas approcher. J'ai levé les yeux et l'ai vu, l'homme du point de départ, maintenant avec des gants et un petit seau métallique. « Vous avez des difficultés, Zrenia ?» a-t-il demandé, sa voix faussement concernée. « Laissez-moi vous aider avec ça. »« Je vais bien, » ai-je dit fermement, attrapant la bombe au poivre dans mon sac à dos. « Mes amis sont juste derrière moi. Ils devraient arriver d'une minute à l'autre. » Il a souri, ne me croyant visiblement pas. Personne d'autre n'a emprunté ce sentier depuis des heures. J'ai surveillé. Il s'approchait lentement, et j'ai finalement réussi à libérer ma main de la sangle du sac à dos et à saisir la bombe au poivre. Mais dans ma panique, j'ai trébuché et il a été plus rapide. Il s'est précipité en avant, a versé plus de colle noire sur mes pieds, bien que j'ai retiré mes chaussures, la substance adhérait maintenant à mes chaussettes et à ma peau. J'ai crié et essayé de le frapper, mais la colle limitait mes mouvements. Il a saisi mes bras et a tenté d'appliquer plus de substance sur moi. J'ai combattu de toutes mes forces et réussi à lui asséner un coup de genou bien placé dans l'entrejambe, ce qui l'a fait se plier de douleur. Ce bref répit m'a donné juste assez de temps pour arracher mes chaussettes et reculer en rampant sur le béton. Mes pieds nus claquaient contre la surface rugueuse alors que je courais, mais la douleur m'importait peu. Tout ce qui comptait était de m'échapper. J'ai couru par où j'étais venu, criant aussi fort que possible à l'aide. Derrière moi, je l'entendais jurer et se relever. Je n'ai pas regardé en arrière, me concentrant uniquement sur le chemin devant moi et la nécessité de trouver d'autres personnes, des témoins, de l'aide, la sécurité. Mes poumons brûlaient et mes pieds saignaient à cause du sentier accidenté, mais l'adrénaline pure me maintenait en mouvement. Après ce qui semblait être des kilomètres, mais qui n'étaient probablement que quelques centaines de mètres, j'ai entendu des voix devant, d'autres randonneurs. J'ai crié à nouveau, cette fois avec un désespoir renouvelé. Un couple âgé est apparu au tournant, leur expression passant de la confusion à l'alarme en constatant mon état, pieds nus, terrifiés et haletante. « Quelqu'un me poursuit ?» ai-je réussi à dire entre deux respirations. « S'il vous plaît, aidez-moi. » L'homme a immédiatement sorti un couteau de chasse de sa ceinture. Apparemment, beaucoup de randonneurs dans la région en portaient, tandis que sa femme me soutenait et appelait à l'aide sur un téléphone satellite. Nous avons écouté, mais n'avons entendu aucune poursuite. Mon agresseur avait apparemment décidé de ne pas suivre quand il s'est rendu compte que je n'étais plus seul. Des gardes forestiers sont arrivés environ 25 minutes plus tard. Ils ont trouvé mes chaussures, toujours collées à la dalle de béton, et ont prélevé des échantillons de l'adhésif qu'ils ont plus tard identifié comme une colle de construction industrielle. Ils ont également trouvé d'autres objets inquiétants cachés dans les buissons à proximité. De la corde, du ruban adhésif et une caméra vidéo. Les gardes m'ont raconté qu'ils avaient reçu des signalements d'une personne suspecte sur une moto tout-terrain bleu dans la région au cours des semaines précédentes, mais c'était la première agression réelle.
Ils ont cherché partout, mais ne l'ont jamais trouvé. Il avait trop d'avance. Et le réseau de routes forestières dans la région offrait de nombreuses voies faute d'échappement. J'ai passé cette nuit à l'hôpital, où j'ai été traité pour des coupures aux pieds et l'exposition à la colle toxique. La police a pris ma déposition, mais malgré une enquête approfondie, ils n'ont jamais attrapé l'homme. Ils ont découvert qu'il avait installé des pièges similaires à 2 autres endroits dans le parc, utilisant la même technique de colle pour immobiliser des victimes potentielles. Pendant des mois après, je ne pouvais rien toucher de collant sans avoir une crise de panique. Du ruban adhésif, de la colle, même du sirop sur des crêpes déclenchait des flashbacks. J'ai suivi une thérapie intensive et j'ai finalement récupéré la plupart de ma vie normale, mais je n'ai plus jamais fait de randonnée seul. Et je dis toujours à quelqu'un exactement où je vais et quand je serai de retour. Les gardes m'ont dit plus tard que j'avais eu une chance incroyable. D'après les objets qu'ils ont trouvés, ils pensaient que ces intentions étaient de me rendre complètement immobile avec la colle, puis de m'agresser en enregistrant le tout. Cette pensée me rend encore physiquement malade aujourd'hui. Si jamais vous faites de la randonnée ou du jogging, particulièrement dans une région inconnue, s'il vous plaît, n'y allez pas seul. Ne portez pas d'écouteurs qui vous empêchent d'entendre votre environnement. Et faites confiance à vos instincts. Si quelqu'un vous donne une mauvaise impression, il y a généralement une bonne raison à cela. L'inconfort initial que j'ai ressenti au point de départ était mon cerveau captant des signaux de danger que mon esprit conscient ne pouvait pas complètement articuler. J'aurais dû faire demi-tour à ce moment précis. Je ne partage pas cette histoire pour dissuader les gens de profiter de la nature, mais pour rappeler à tous que la conscience situationnelle peut sauver votre vie. J'ai eu de la chance. Tout le monde ne l'a pas. Cela s'est passé il y a quelques années en Bretagne, sur un sentier semi-officiel. Je ne me souviens plus de grand-chose de ce qui s'est passé pendant ou après l'agression, peut-être à cause des vapeurs auxquelles j'ai été exposé par la colle. Je me rappelle avoir conduit très lentement jusqu'au gîte, car je me sentais encore déséquilibré et désorienté. Les gardes m'avaient conseillé d'aller directement à l'hôpital, mais j'avais d'abord besoin de mes amis. J'avais besoin de personnes autour de moi en qui j'avais confiance. Avec le recul, je suis reconnaissante de la réaction de mes amis. Ils n'ont pas remis en question mon histoire ou insinué que j'avais d'une façon ou d'une autre provoqué le danger. Ils m'ont simplement soutenu, m'ont conduite à l'hôpital et sont restés avec moi pendant les rapports de police et les examens médicaux. Avoir ce genre de soutien indéfectible a fait une énorme différence dans ma guérison. S'il y a une chose que je voudrais que les gens retiennent de mon expérience, c'est ceci. Les prédateurs comptent sur l'isolement. Ils ciblent délibérément les personnes qui sont seules et vulnérables. En emmenant simplement un ami, vous réduisez considérablement vos chances de devenir une cible. Restez en sécurité là-bas et prenez soin les uns des autres. C'est arrivé il y a quelques mois. Il y a ces 3 maisons abandonnées ainsi que 3 granges près de chez moi. Elles doivent toutes être démolies dans les prochains mois. Alors mes frères et sœurs et moi nous sommes dit « Pourquoi ne pas aller les explorer ?» Je les avais déjà toutes explorées l'été dernier avec mon pote, mais je voulais le refaire cette fois avec mes frères et sœurs. Nous n'avions exploré qu'une des maisons auparavant, car il y avait une petite fenêtre par laquelle nous pouvions nous faufiler dans la cave, et un autre trou à travers le mur que nous pouvions utiliser pour entrer dans la maison, puisque toutes les portes étaient assez bien condamnées. Il y avait 2 autres maisons que nous n'avions pas explorées, l'une vraiment petite et l'autre énorme. Après quelques recherches sur Internet, j'ai découvert que la grande maison avait autrefois été louée à plusieurs personnes, principalement des étudiants ou de jeunes familles qui ne pouvaient pas se permettre un appartement entier. Selon les registres municipaux, elle était abandonnée depuis environ 15 ans. Appelons cet endroit la Maison Rouge, car elle était construite en briques rouges. Pour mieux la décrire, imaginez 2 maisons ordinaires à 2 étages connectés l'une à l'autre, c'est à quel point elle était grande.
La première fois que mon ami et moi l'avons exploré, nous avons passé plus d'1 heure à regarder autour de nous. Il n'y avait pas trop de graffitis, mais beaucoup d'objets éparpillés partout sur le sol. De vieux sacs à main bon marché, des cartes à jouer et des cartes de baseball, plein de claviers cassés, des livres, de vieilles fournitures de bêtes scolaires et des choses complètement aléatoires. Il y avait même un vieux lit de bronzage que je crois datant de la fin des années 80. Les seringues et pilules occasionnelles étaient généralement cachées dans les coins des anciennes chambres ou dans les salles de bain. Rien de trop inquiétant, mais définitivement des signes que des gens avaient utilisé l'endroit. Cette fois, je voulais simplement revivre l'expérience d'exploration avec mes frères et sœurs. C'était la nuit, vers 2 heures du matin, pendant que notre mère dormait, donc nous pouvions effectivement nous en sortir. J'ai déposé mon petit frère et ma sœur près de la propriété avec ma voiture, puis j'ai conduit 1 demi-kilomètre jusqu'à un sentier où je pouvais me garer sans éveiller de soupçons. Je suis revenu vers eux avec ma trottinette électrique. Il y avait un portail avec du fil barbelé que nous devions escalader. La route derrière le portail menait à la première maison que nous avions déjà explorée, alors nous l'avons contournée et sommes allés directement à la Maison Rouge. Depuis le portail, il fallait marcher environ 5 minutes à travers les hautes herbes pour l'atteindre. En approchant, nous avons finalement allumé nos lampes de poche et sommes entrés dans la maison par une porte arrière où quelqu'un avait déjà retiré les planches. Je pense qu'il est important de noter que ce n'était pas la porte d'entrée. C'était l'une des 2 portes arrière. La maison était sur une colline, de sorte que de la rue, elle ressemblait à un bâtiment à un étage, mais de l'arrière, on pouvait voir qu'elle avait en réalité 2 étages. Cette entrée particulière se trouvait tout à fait dans le coin de la maison, donc nous devions explorer d'un bout à l'autre. En traversant les premières pièces, j'ai cru entendre de légers bruits de pas. Mais dans une vieille maison construite en 1964, ce n'était pas inhabituel. Ça ne sonnait pas différemment de la première fois où mon ami et moi l'avions exploré, et c'était la nuit. Donc, les sons légers semblaient plus forts qu'ils ne l'étaient réellement. Quand nous sommes arrivés à l'autre bout du rez-de-chaussée, où se trouvait l'escalier, j'ai entendu d'autres pas, et cette fois, j'ai dit à mes frères et sœurs que nous devrions partir. Ils n'ont rien entendu, et pensaient que j'étais paranoïaque. Ils supposaient que nous étions les seuls là-bas et n'étaient pas aussi prudents ou attentifs que j'essayais de l'être. Quand on monte l'escalier dans cette maison, un côté mène à un garage étonnamment petit pour une si grande maison, probablement en raison de son âge, et de l'autre côté, on passe un court couloir qui mène à la cuisine et au salon avec un espace lounge. Toute cette zone est super ouverte avec beaucoup d'espace vide, occupant environ la moitié de l'étage. De l'autre côté se trouve un couloir droit avec environ 4 chambres et une salle de bain. C'est là que j'ai vu quelque chose. Un mouvement d'une chambre à travers le couloir vers une autre, de gauche à droite. Mais mon faisceau de lampe ne portait pas très loin car je n'utilisais que la lumière de mon téléphone. J'ai commencé à siffler avec colère à mes frères et sœurs qui s'approchaient déjà du couloir où j'avais vu le mouvement. Ils m'ignoraient, ce qui m'a mis en colère. Je me dirigeais rapidement à travers l'espace ouvert pour attirer leur attention en tirant sur leurs bras ou quelque chose comme ça, quand j'ai soudain entendu un bruit fort, comme si quelque chose de lourd avait été renversé ou laissé tomber. À mon avis, la personne qui était là-dedans l'a délibérément fait tomber pour nous faire savoir que nous n'étions pas seuls. Immédiatement, mes frères et sœurs et moi avons sursauté. Le son était si fort et lourd que nous pouvions sentir le sol vibrer sous nos pieds. « Quelqu'un est ici », ai-je sifflé, ne chuchotant plus discrètement. Nous nous sommes retournés et nous sommes précipités vers l'escalier, toute idée d'exploration oubliée. Le sous-sol de la maison avait une disposition en zigzag à travers laquelle nous devions naviguer pour atteindre la sortie. Alors que nous tournions au coin et nous précipitions à travers des pièces vides, nous pouvions entendre des pas descendant bruyamment l'escalier derrière nous. Qui que ce soit là-haut au façade, il était maintenant à notre poursuite. Nous avons finalement atteint le coin
avec le couloir menant directement à la sortie. Nous nous sommes précipités dehors dans l'air frais de la nuit, et j'ai immédiatement tourné à gauche, en direction des hautes herbes, pour me cacher. Quand mes frères et sœurs sont sortis en courant derrière moi, je les ai attrapés et tirés à côté de moi. « Allongez-vous » ai-je chuchoté avec urgence. Nous étions peut-être à 10 mètres dans l'herbe quand j'ai vu une silhouette sombre sortir de la maison en courant. Il s'est arrêté un moment, a regardé autour de lui, puis a couru vers la petite maison à côté, qui n'était qu'à une quinzaine de mètres. Je pensais que cette maison était encore condamnée, mais il semblait connaître un moyen d'y entrer. Une grande remise bloquait une partie de ma vision, donc je ne pouvais pas voir exactement où il allait, mais il y avait des clôtures de fils barbelés autour de la majeure partie de la propriété. Nous devrions retourner par le même chemin pour suivre le même sentier vers l'extérieur. Nous pouvions l'entendre bouger, mais ne pouvions pas déterminer sa position exacte dans l'obscurité. Nous avons commencé à ramper à travers l'herbe, bougeant aussi silencieusement que possible. Nous rampions quelques mètres, puis nous arrêtions pour écouter. À un moment, ses pas se sont complètement arrêtés, ce qui était encore plus effrayant. Était-il immobile et à l'écoute de nous? Ou s'était-il déplacé quelque part où nous ne pouvions pas l'entendre? En continuant à ramper, nous avons commencé à entendre des bruits de craquement, comme si quelqu'un brisait des planches de contreplaqué. Nous pouvions aussi entendre des grognements frustrés, comme s'il essayait de se frayer un passage quelque part. Nous avons continué à ramper, bien que cela semblait durer une éternité. Chaque minute semblait s'étirer en 10, alors que nous nous déplacions centimètre par centimètre à travers l'herbe, toujours vigilants au bruit de poursuite. Après ce qui était probablement 5 minutes, mais qui semblait 1 heure, nous avons atteint la route qui menait au portail. Nous avons attendu que quelques voitures passent avant de nous faufiler sous le portail. Mon frère avait déjà déplié ma trottinette et était prêt à partir. Nous n'avons pas arrêté de courir jusqu'à ce que nous atteignions le sentier où ma voiture était garée. Nous avons jeté la trottinette dans le coffre, sommes montés, avons verrouillé les portes et sommes partis aussi calmement que possible. Une fois de retour sur la route principale, j'ai enfin senti que je pouvais respirer à nouveau. Nous sommes rentrés en sécurité à la maison et n'avons jamais mentionné l'incident à nos parents. Mes frères et sœurs en ont ri après qu'1 semaine se soit écoulée, mais cela m'avait vraiment effrayé. Je savais à quel point la situation aurait pu être dangereuse. Je ne suis jamais retourné à ces maisons abandonnées et elles ont été démolies quelques mois plus tard. Parfois, je me demande qui était dans la Maison Rouge cette nuit-là. Était-ce juste un sans-abri cherchant un abri? Un autre explorateur urbain comme nous? Ou quelqu'un avec des intentions sinistres? Je ne le saurai jamais, et honnêtement, je suis content que nous ne l'ayons pas découvert. L'important est que nous nous soyons échappés indemnes et que nous ayons appris une leçon précieuse sur les dangers très réels de l'exploration de lieux abandonnés, surtout la nuit. Je ne prévois jamais d'y retourner. Je m'en souviens encore assez clairement. J'avais environ 14 ou 15 ans et mes parents venaient d'être invités à un mariage. Le mariage avait lieu dans une sorte de château au bord de l'eau. Bref, nous avons pris un bateau jusqu'au lieu de l'événement et jusque-là, tout semblait normal. Je jouais avec d'autres enfants au mariage et nous avons décidé de nous promener dans les zones environnantes du château. Nous avons fait cela pendant des heures et tout semblait normal à part une femme ivre au hasard qui a essayé de nous lancer une pierre. Nous n'y avons pas prêté attention. Plus tard dans la soirée, vers la fin du mariage, il y a eu une petite célébration où tout le monde a lâché une petite montgolfière et l'a envoyée dans le ciel nocturne. Tous les enfants, moi inclus, avons décidé de suivre les montgolfières pendant qu'elles s'élevaient. Cependant, pour les suivre, nous devions traverser un bois. Nous avons tous continué à courir dans le bois, et c'est là que moi et 4 autres personnes l'avons vu. Alors que nous sprintions dans le bois, nous avons vu une femme assise,
enveloppés dans une couverture, entourés de 6 à 8 hommes avec des lampes de poche. Quand ces hommes ont entendu nos pas, ils ont dirigé leur lumière dans notre direction, mais n'ont rien dit. Silence total. Je suis resté figé sur place. Il semblait être comme s'ils venaient d'être surpris en train de faire quelque chose et ne savaient pas comment réagir. J'ai couru aussi vite que je pouvais et d'autres ont fait de même. Personne ne nous a poursuivis et personne n'en a jamais parlé. Je me suis toujours demandé ce qui se passait dans cette clairière forestière. Était-ce une sorte de rituel ? Était-il en train de blesser cette femme ? Ou y avait-il une explication innocente que nous n'avons pas pu voir dans notre moment de peur ? Quoi qu'il en soit, l'image de cette femme, entourée d'hommes silencieux dans le bois sombre, m'est restée pendant des années. Certaines choses, une fois vues, ne peuvent être effacées, et certaines questions, une fois posées, ne peuvent jamais être complètement répondues. Mon ami et moi sommes arrivés au crépuscule dans un coin boisé, isolé. Nous avons vu 2 hommes à l'apparence étrange, assis sur des rochers, mais n'y avons pas prêté beaucoup d'attention. Nous avons conduit environ 2 ou 3 kilomètres plus loin dans la forêt et avons installé notre campement. 30 à 45 minutes plus tard, alors qu'il faisait noir, l'un des 2 hommes est venu à notre campement en criant bonjour. J'ai répondu et il a demandé s'il pouvait traverser notre campement. Je lui ai demandé pourquoi et il a dit qu'il devait atteindre l'autre côté du ruisseau. Il est passé autour de notre voiture et quand il a vu mon ami, il s'est arrêté et lui a demandé si nous fumions. Elle a dit non. Il a traversé le ruisseau et est allé dans des buissons et a éteint sa lumière. Je me tenais sur la berge du ruisseau en l'observant et il nous fixait simplement pendant environ 5 minutes. Finalement, il est parti. Nous avons tout jeté dans la voiture et sommes partis. D'ailleurs, il n'y avait rien de l'autre côté du ruisseau qu'il a traversé. Pas de camping, pas de sentier, rien. Rien d'étrange dans son comportement ? Je n'y ai pas beaucoup réfléchi jusqu'à ce qu'il éteigne sa lumière et se tienne dans les buissons. De plus, où était le 2e type ? Il n'y avait pas d'autres campeurs dans cette partie de la forêt et nous n'avons vu aucun véhicule. Nous étions le tout dernier camping sur la route. Il n'y a rien derrière nous. Cela s'est passé en 2014 ou 2015. Je suis une femme et j'avais environ 20 ans à l'époque. Je vais vous donner un peu de contexte avant de vous raconter ce qui s'est passé. J'étudiais dans la belle ville côtière de La Rochelle et tout le monde se déplaçait constamment à vélo. À vélo pour aller à l'école, au travail, aux fêtes. C'était un endroit très sûr, rempli de touristes et d'étudiants. J'ai vécu et étudié dans cette ville de 2012 à 2015. Jusqu'à l'incident que je vais mentionner, je ne me suis jamais senti en danger et n'ai jamais rien entendu de mes amis non plus. En décembre 2014, mon petit ami m'a emmené à la fête de Noël de son école d'ingénieur. Nous étions un grand groupe d'amis et nous nous mélangions beaucoup. Un des gars de ce groupe, que je ne connaissais pas personnellement, a quitté la fête sans que personne ne le remarque. Un mois plus tard, on l'a retrouvé mort dans le port. Et la police n'a jamais découvert ce qui s'était passé. Je suis allé en ligne pour voir s'il y avait des nouvelles, et c'est toujours une affaire non résolue. Je ne le connaissais pas, mais j'y pense constamment. Était-ce parce qu'il était seul ? Est-il tombé, ou quelqu'un l'a-t-il poussé ? Pourquoi personne ne s'est-il soucié de rentrer avec lui ? Inutile de dire que la ville semblait soudainement beaucoup moins sûre, mais à 20 ans, je n'avais pas la même compréhension de ces choses qu'à 30 ans maintenant. Ma vie a continué. Quelques mois ont passé, et début 2015, un ami a été gravement agressé alors qu'il rentrait à vélo d'une fête. On l'a retrouvé dans un état critique, son corps à moitié sur la route et à moitié sur le trottoir. Sa tête avait été écrasée contre le bord du trottoir et sa mâchoire était complètement cassée. C'était un grand gars, à tous égards, pas le genre de type qu'on pouvait facilement bousculer. Alors qu'il se remettait à l'hôpital, il n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était passé.
Il n'avait aucune idée de pourquoi il avait été agressé sur son vélo et la police n'a trouvé aucun suspect. 2 étudiants de mon âge, des mêmes cercles d'amis, avaient été brutalement agressés, sans raison. Je continuais quand même à me déplacer partout à vélo parce que je n'avais pas d'autre choix. J'habitais à 8 km de mon école et je n'avais pas d'autre moyen de transport. Ce mois-là, je pédalais environ 16 à 28 km chaque jour et je le faisais depuis 2012. Avançons jusqu'au printemps 2015. Je rentre d'une fête à vélo avec mon petit ami. J'ai bu quelques verres, mais je ne suis pas ivre. Je suis juste fatigué. Mon petit ami m'énerve parce qu'il ne m'attend pas, et la distance entre nous s'agrandit de plus en plus. Soudain, quelqu'un me saute dessus. Il apparaît de nulle part et donne un coup de pied dedans mon vélo, le faisant tomber. J'ai tellement l'habitude du vélo, je suis tellement habitué au vélo que je le laisse tomber entre mes jambes, mais je ne tombe pas. Je résiste et me relève. C'est un homme. J'attrape mon vélo qui est maintenant par terre avec ma main gauche. J'essaie d'attraper le guidon. Il me donne des coups de pied puis frappe ma main. Il me frappe encore et encore, mais je tiens déjà le guidon. Ça fait mal, mais je soulève le vélo. Il dit quelque chose et je ne l'entends pas. Je vois mon petit ami qui me regarde. Il est un peu loin, mais il a arrêté de pédaler. Il va m'aider. L'homme va voir que je ne suis pas seul. Je me tiens là et je soulève mon vélo. Peut-être 2 ou 3 secondes se sont écoulées depuis que l'homme m'a sauté dessus. Mon petit ami me regarde, puis il me tourne le dos. Mon cœur s'effondre. Il recommence à pédaler. C'est une nuit morte, et il n'y a personne d'autre là. Je suis seul. L'homme continue de frapper. Il veut que je lâche. Ma main semble bleue, mais ma prise est forte. Je pense aux 2 autres étudiants. Ils me donnent de la force. Je pense à mon petit ami. La vue de lui s'éloignant à vélo m'a rempli de pure colère. J'utilise cette colère. L'homme tient une sorte de verre dans sa main. Je l'attrape avec ma main libre et le brise sur son visage. Je le fais. Je suis en colère. Je remonte sur mon vélo. Le verre contenait de l'alcool et ça lui brûle les yeux. J'ai 1 seconde pour démarrer et m'éloigner à vélo. Il ne pouvait plus atteindre ma main. Alors il a donné un dernier coup de pied contre le vélo. Je me tiens fermement sur la pédale. Il essaie de me courir après, mais je suis plus rapide. Je pédale jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Je pédale jusqu'à ce que je me sente engourdi. Cette nuit-là, j'ai su que j'avais échappé à quelque chose de terrible. À cause du stress, je n'ai jamais eu une bonne vue du visage de l'homme et ne peux pas le décrire. Je ne saurais jamais avec certitude si mon expérience était liée aux autres agressions. Cependant, nous marchions et faisions du vélo tous sur le même itinéraire. 10 ans plus tard, je peux encore me souvenir du regard sur le visage de mon petit ami quand il m'a tourné le dos. Ne rencontrons jamais aucun de ces 2 hommes encore à nouveau. Ma famille et notre ami, un homme, 2 femmes, notre enfant et un nouveau-né, marchions justement sur un sentier près de la maison du père de notre ami. Ce qui aurait dû être une belle excursion a commencé à devenir étrange quand un groupe qui semblait être 40, mais qui était probablement plutôt 20 personnes, est passé devant nous, la plupart d'entre eux vêtus de blanc. Nous avons trouvé cela étrange, mais avons continué à descendre le sentier. Puis, au lieu de marcher, ils se sont tous retournés et ont simplement commencé à rattraper et à courir derrière nous. Je connais assez bien ce sentier pour connaître la région. Nous sommes devenus un peu nerveux au milieu de l'excitation du groupe et avons décidé d'emprunter un sentier qui n'est pas vraiment un chemin de randonnée, mais où nous pouvions nous cacher derrière quelques buissons. Nous avons attendu un peu, les cœurs battants, et j'ai entendu un petit groupe sur le sentier au-dessus de nous, qui aurait mené à ce qu'il nous coupe à mi-chemin du parcours. J'ai spécifiquement entendu qu'il disait quelque chose de manière interrogative à propos de nous 4. Nous avons attendu encore un peu, puis sommes rapidement retournés par le chemin que nous étions venus, et nous sommes sortis en sécurité. Cela vient juste d'arriver, et je me convainc encore que nous avons simplement surréagi,
mais nous avions vraiment peur, et toute la situation semblait juste étrange. En 2010, je conduisais de Lyon à Bâle, en Suisse. Il n'y avait que moi, une femme de 24 ans, et mon pitbull de 2 ans, serré dans un camion de déménagement de 4 mètres de long, avec tous mes biens entassés à l'arrière, un téléphone à clapet élégant et une impression de mes directions. Je crois que les premiers smartphones sortaient effectivement vers cette époque, mais je n'en avais pas. La couverture réseau mobile était beaucoup plus sporadique à l'époque, et il y avait de longues étendues à travers les Alpes où je n'avais aucune réception sur des centaines de kilomètres. Je conduisais sur une section solitaire d'autoroute à travers le centre du Jura quand j'ai réalisé que je n'avais pas vu de ville ou de sortie depuis longtemps et que mon énorme camion de déménagement avait vraiment peu d'essence. Juste au moment où je commençais à paniquer et à m'inquiéter sérieusement de tomber en panne d'essence, j'ai vu une petite ville apparaître. Je suis entré dans cette ville et elle était minuscule. J'étais si préoccupé par d'autres choses que je n'ai jamais vraiment fait attention au nom de la ville, mais il n'y avait qu'environ 6 rues dans toute la localité. J'ai fait le plein et j'étais prêt à reprendre la route. Sauf que pour sauver ma vie, je ne pouvais pas trouver mon chemin de retour vers l'autoroute. J'ai fait le tour de la ville environ 4 fois et je devenais un peu frustré parce que c'est une si petite ville. Comment diable ne puis-je pas trouver mon chemin pour sortir ? Je peux même voir l'autoroute. Je suis retourné à la station-service et j'ai demandé des directions. Quand j'ai fait le plein, j'ai payé à la pompe et n'y suis jamais entré. Quand j'y suis allé pour les directions, il y avait un type mince et quelconque, avec des cheveux noirs qui lui tombaient devant les yeux et qui semblait avoir besoin d'un bon lavage. Il n'était pas particulièrement effrayant, mais un peu impoli. Il n'a jamais vraiment croisé mon regard. Il regardait un magazine. Il m'a donné des directions qui ne semblaient pas du tout correctes. Il m'a dit de prendre la route qui me mènerait à l'autoroute et que ce serait environ 17 kilomètres. Pendant un moment, j'étais simplement abasourdi. Puis j'ai fait remarquer que je n'avais pas conduit si loin pour venir de l'autoroute dans la ville. Pourquoi ce serait si loin pour revenir sur l'autoroute ? Je peux littéralement la voir depuis la ville. Il était si désinvolte, presque comme si j'étais juste un ennui et que je pouvais suivre ses directions ou non. Pourquoi devrait-il s'en soucier ? Il m'a donné une explication sur la route qui contourne, qui n'avait pas vraiment de sens. Il ne m'a pas regardé, a juste agité sa main vers la porte, comme pour me congédier. Quand je suis arrivé sur le parking, tout mon corps a commencé à trembler violemment, et mon cœur a commencé à battre la chamade, apparemment sans raison. Je suis remonté dans le camion, et dès que j'ai mis la clé dans le contact, j'ai éclaté en sanglots. J'avais le sentiment terrible que, aussi indifférent qu'il semblait être, cet homme avait de mauvaises intentions. J'ai su à ce moment-là que je ne suivrais en aucun cas ses directions. Mais c'était le seul commerce sur cette petite rue. Et à part frapper aux portes, non merci, il n'y avait personne d'autre à qui je pouvais demander mon chemin. J'ai décidé que je me fichais que cet endroit ressemble à quelque chose sorti de la 4e dimension. Je conduirais en rond jusqu'à ce que je trouve mon chemin dehors, même si cela me prenait toute la nuit. Puis une camionnette rouge délabrée est arrivée, avec autant de rouille que de métal, et l'incarnation d'un homme jurassien, grand et robuste, en chemise à carreaux et chaussures de travail, en est sorti. Sans même y réfléchir, j'ai sauté hors du camion et me suis approché de lui rapidement, mais prudemment. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu une personne gentille, ou du moins je l'espérais. Je lui ai demandé s'il pouvait, s'il vous plaît, me montrer le chemin vers l'autoroute. Je lui ai dit que je savais que c'était idiot, mais je ne pouvais tout simplement pas retrouver mon chemin. Il avait l'air inquiet, comme j'étais visiblement bouleversé, alors il m'a fait rire et m'a très joyeusement donné les instructions pour un virage en épingle à cheveux juste à la fin du petit tunnel en béton que j'avais traversé plusieurs fois. Il a dit que cela confondait souvent les voyageurs parce que c'était si difficile à voir et qu'il devrait mettre des panneaux. Avec un sentiment de malaise dans mon estomac, je lui ai demandé à quelle distance en kilomètres c'était pour revenir sur l'autoroute. Il a ri
et m'a lancé un regard amusé. « Kilomètres ? Mademoiselle, je dirais au maximum un quart de kilomètre. Vous pourriez voir l'autoroute d'ici. » À ce moment-là, je ne pouvais pas m'en empêcher. Je devais savoir ce qui se passerait si je conduisais 17 kilomètres dans la direction que m'avait indiqué l'employé de la station-service. J'ai donné au Jurassien les directions que l'employé de la station-service m'avait données. L'homme jurassien m'a regardé très intensément et m'a demandé comment je connaissais cette route. Elle était assez éloignée, et normalement, seuls les locaux la connaissaient. Alors je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il est resté silencieux pendant quelques minutes et a demandé à quoi ressemblait l'employé et si j'avais une carte de la région. « Non, juste MapQuest », ai-je dit, ce qui n'était pas utile dans cette situation. Il est allé à sa camionnette et a sorti une carte locale défraîchie de sa boîte à gants, l'a déployée pour moi. Il a tracé la route que j'avais décrite, le chemin que l'homme de la station-service m'avait dit de prendre, et qui menait loin de la ville, loin de l'autoroute, et apparemment vers nulle part. L'homme m'a dit que la route allait effectivement sur environ 17 kilomètres avant de se terminer au milieu de nulle part. Je lui ai demandé ce qu'il y avait là-bas, et il m'a dit qu'il n'y avait rien d'autre que quelques voitures d'acteurs à la casse et quelques caravanes et mobile homes, tous appartenant à la même famille. La famille était connue localement comme des fauteurs de troubles, des toxicomanes et des alcooliques, et c'était les choses gentilles que les habitants de la ville disaient d'eux. Le caissier, à qui j'avais parlé plus tôt, appartenait à cette famille qui vivait au bout de cette route. Je n'oublierai jamais le regard dans les yeux de l'homme jurassien quand il m'a raconté cela. Il m'a aussi dit que j'avais été intelligente d'écouter mon instinct et m'a conseillé d'être prudente là-bas. Je ne sais pas si l'homme de la station-service voulait ce qui était dans mon camion de déménagement ou ce qui était sur le siège du conducteur, mais heureusement, je n'ai pas eu à le découvrir. D'ailleurs, j'ai appris que les anges ressemblent parfois à des jurassiens au visage non rasé et aux camionnettes rouillées. Merci, étranger jurassien inconnu. Tu m'as sauvé la vie et je me souviendrai toujours de toi avec beaucoup d'amour. Désolé de ne pas avoir demandé ton nom. Tu es maintenant pour toujours le Jurassien pour moi. Quand j'avais 13 ou 14 ans, mon meilleur ami Thomas et moi allions régulièrement pêcher près du lac de Sainte-Croix. C'était notre échappatoire, un rituel du samedi matin où nous discutions de tout et de rien, loin des regards de nos parents et des contraintes du collège. Ce jour-là, nous avions décidé d'emprunter un sentier moins fréquenté, celui qui serpentait à travers les pins et descendait vers une petite crique où, selon les rumeurs, les truites étaient particulièrement nombreuses. Le soleil filtrait à travers les branches, créant ces motifs dansant sur le sol forestier que j'aimais tant observer. Nous marchions tranquillement, nos cannes à pêche sur l'épaule, quand après avoir pris un virage sur le sentier, j'ai remarqué que Thomas s'était arrêté net. Son attitude avait complètement changé. Il me fixait avec insistance, ses yeux écarquillés, et n'arrêtait pas de me demander si je pouvais voir ce qui était devant. Sa voix était basse, presque un chuchotement, mais teintée d'une urgence qui m'a immédiatement mis mal à l'aise. Je scrutais le sentier, les buissons, les arbres, rien. Je ne voyais absolument rien d'inhabituel, mais le comportement de Thomas devenait de plus en plus agité. Ses yeux allaient et venaient entre moi et un point en hauteur que je ne parvenais pas à identifier. La tension était palpable, et une sensation de froid a commencé à m'envahir malgré la douceur de cette matinée de printemps. « Qu'est-ce qu'il y a » ai-je murmuré, contaminé par son anxiété. Il a secoué la tête comme s'il ne pouvait pas croire que je ne voyais rien. Puis, toujours fixant ce point invisible, il m'a dit « Sors ton couteau, maintenant ». Son ton ne laissait place à aucune discussion. J'étais complètement déconcerté et lui ai demandé pourquoi. Je n'avais jamais vu Thomas ainsi, lui qui était d'habitude si calme, si rationnel. Mon petit couteau suisse, cadeau de mon grand-père, était au fond de ma poche. Je le touchai du bout des doigts, hésitant. Thomas a simplement répété « Tu ne peux pas le voir ?»« Comment tu ne peux pas le voir ?»
Nous avons continué à avancer lentement, Thomas restant légèrement en retrait, comme s'il cherchait à me protéger de quelque chose. Et c'est alors que nous étions presque directement dessous que je l'ai enfin vu. Un homme imposant, d'une trentaine ou quarantaine d'années, assis parfaitement immobile sur un gros rocher qui surplombait le sentier à environ 5 mètres au-dessus de nos têtes. Il portait des vêtements dans les tons terreux, ce qui expliquait peut-être pourquoi je ne l'avais pas repéré tout de suite. Son visage était partiellement ombragé par une casquette usée, mais je pouvais voir qu'il nous observait intensément. Ses yeux semblaient ne pas cligner comme ceux d'un reptile. À côté de lui se trouvait ce qui ressemblait à un sac de randonnée et quelque chose de long enveloppé dans un tissu sombre. Quand nos regards se sont croisés, l'homme n'a pas détourné les yeux comme l'aurait fait n'importe quelle personne normale surprise en train d'observer des enfants. Au lieu de cela, il a incliné légèrement la tête et a dit d'une voix étonnamment douce et mesurée : « J'espérais que vous deux ne m'auriez pas vu. » Ces mots, prononcés avec un calme délibéré, contenaient une menace si évidente que mon sang s'est figé dans mes veines. Il y avait quelque chose de profondément anormal dans sa présence, dans sa position de prédateur surplombant le sentier, dans son immobilité presque inhumaine. Sans un mot, Thomas m'a attrapé par le bras et nous nous sommes mis à courir. Nous avons laissé tomber nos cannes à pêche, notre petite glacière avec les sandwichs préparés par ma mère, tout notre équipement. La terreur nous donnait des ailes. Je n'avais jamais couru aussi vite. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je me souviens avoir entendu un bruit derrière nous, peut-être l'homme qui descendait de son rocher. Mais la peur m'empêchait de regarder en arrière. Nous avons couru sans nous arrêter jusqu'à ce que nous atteignions la route départementale, où un couple de cyclistes nous a trouvés, haletants et au bord des larmes. Ils nous ont demandé ce qui n'allait pas, mais nous n'avons pas pu articuler une réponse cohérente. Comment expliquer cette terreur pure, ce sentiment instinctif de danger imminent ? Plus tard, quand nous avons finalement retrouvé notre calme, Thomas m'a confié qu'il avait repéré l'homme bien avant moi et qu'il avait d'abord cru voir un animal sauvage à cause de son immobilité et de la façon dont il semblait se fondre dans son environnement. Il m'a dit que l'homme nous observait depuis que nous avions quitté le point de départ du sentier, tournant lentement la tête pour suivre notre progression. Nous avons fini par raconter l'incident à nos parents qui ont alerté les gendarmes. Je me souviens encore de l'expression du gendarme qui a pris notre déposition, un mélange de préoccupation et de scepticisme. Ils ont fait une ronde dans le secteur, mais n'ont jamais trouvé personne correspondant à notre description. Nos affaires de pêche, elles, avaient été disparues. Je n'ai plus jamais emprunté ce sentier, et Thomas et moi n'avons plus pêché ensemble après cet été-là. Sa famille a déménagé dans le nord l'année suivante, et bien que nous ayons gardé contact pendant quelque temps, nous n'avons jamais reparlé de cet incident. Certaines expériences sont trop troublantes pour être évoquées, comme si le simple fait de les mettre en mots risquait de les faire revivre. Aujourd'hui encore, 20 ans plus tard, quand je fais de la randonnée, je scrute instinctivement les rochers en hauteur et les zones qui offrent une vue sur le sentier. J'ai toujours cette sensation fugace, ce frisson qui parcourt ma colonne vertébrale quand je me trouve seul dans un endroit isolé. Et parfois, dans mes cauchemars, j'entends encore cette voix calme. J'espérais que vous deux ne m'auriez pas vu. Ces mots résonnent comme un rappel que parfois, le fait de passer inaperçu peut être la différence entre la sécurité et le danger.